Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois mon premier invité, Antoine de Chanterac, qui est psychologue à l'Institut Philippe Pinel. Il vient nous parler donc d'une marche qu'il va réaliser au Grand Nord. Alors, on aura plus de détails dans quelques instants. On a à l'Espresso le sujet « L'enfant rebelle, un adulte prometteur ». En début de deuxième demi, notre chroniqueuse Caroline Souffrant vient nous parler des troubles alimentaires. Vous apprendrez qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense. Et à l'Espresso allongé, le droit de ne plus aimer ses parents. Alors tout ça dans le menu de la prochaine heure de Folie douce. On commence en chanson avec Clément Jacques et Femme invisible. Bienvenue à Folie douce. Peut-être partir et monter vers le nord, loin de tout ce que j'ai voulu fuir et qui me rattrape encore. Venu chercher une vérité qui est pas facile à croire, de moins en moins à ma portée. J'ai peur qu'il soit trop tard. Entre nous deux, tout est possible. Je suis amoureux d'une femme invisible. Entre nous deux, tout est possible. Je suis amoureux d'une femme invisible. Je pourrais rester une couple de mois et te rencontrer, serait déjà ça. Voir où ça pourrait m'amener de me trouver dans tes bras, bien rempli comme tête de lit où s'accroche à mes rêves. Y'a de la place pour les tiens aussi, j'ai fait le ménage hier. Entre nous deux, tout est possible. Je suis amoureux de la femme invisible. Entre nous deux, tout est possible. Je suis amoureux d'une femme invisible. Pas dire que je t'ai pas cherché, c'est peut-être à toi de me trouver. Je suis pas bien loin, je suis juste ici à t'attendre depuis toute ma vie. Entre nous deux, tout est possible. Je suis amoureux de la femme invisible. Entre nous deux, tout est possible. Je suis amoureux d'une femme invisible. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
J'accueille mon invité qui est Antoine de Chanterac. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Bonjour, merci. Bonjour, bienvenue et puis merci d'être là. Vous êtes psychologue en fait à l'Institut Philippe Pinel, principalement, uniquement en fait pour les adolescents. Oui, donc, tout à fait. On pourra probablement en parler tout à l'heure, mais on parle d'abord dans ce début d'entretien d'une marche que vous avez eu, j'imagine, l'idée de préparer. Une marche dans le Grand Nord, donc pour ramasser des fonds pour la fondation de l'Institut Philippe Pinel. Donc, parlez-nous un petit peu comment est née l'idée de cette marche. Tout à fait. C'est un défi qui a pris naissance plus personnel, en fait. J'avais toujours cet intérêt pour le Grand Nord, pour cette belle nature, pour ses paysages et la dureté de son environnement, mais aussi en tant que psychologue pour les peuples inuits, pouvoir les rencontrer. J'avais aussi cet intérêt. Donc, allier ce projet personnel avec ma vocation de soignant, avec mon métier de soignant à l'Institut Philippe Pinel, j'ai trouvé ça une belle opportunité. Et pour aussi véhiculer un message pour mes patients, pour leur rappeler qu'on peut se lancer des défis et les réussir. Oui, ça, c'est un bon point, effectivement. C'est déjà le premier but est très intéressant de ramasser des fonds, mais en plus de montrer qu'on peut aller au bout de ses rêves, on peut surpasser des peurs, surpasser peut-être des appréhensions. Dans le fond, c'est ça, la réalité aussi des gens qui ont des problématiques de santé mentale. Tout à fait. C'est malgré toutes les épreuves de la vie qu'ont eu mes patients, toutes les difficultés qu'ils rencontrent, les problématiques de santé mentale, il y a toujours une possibilité de se réinsérer, de se réadapter, d'avoir des rêves et de pouvoir les atteindre. Oui. Avez-vous déjà fait ce genre de marche-là, c'est-à-dire dans des conditions quand même assez difficiles au niveau température? Jamais à ce point-là. C'est vrai que c'est un défi physique et surtout mental, psychologique que je me lance parce que pendant 21 jours, vivre ce froid, c'est vrai que c'est dur mentalement. Oui. La fondation Philippe Pinel, justement, est-ce que c'est récent? Parce qu'on connaît l'Institut Philippe Pinel depuis longtemps. La fondation, est-ce que ça fait longtemps? La fondation existe depuis assez longtemps et sa vocation, son but, c'est vraiment de soutenir les différentes missions de l'Institut, c'est-à-dire l'enseignement, la recherche, mais aussi tous les services cliniques. Oui. Donc, elle aide à financer des services cliniques, elle aide à financer des projets de recherche dont le but est les meilleurs soins possibles. Et l'Institut Philippe Pinel, moi, ça me surprend aussi parce que je ne croyais pas que ça intéressait aussi aux ados, dans le fond. Je croyais que c'était un institut qui était plus pour les adultes, mais les adolescents ont quand même besoin des services de l'Institut Philippe Pinel. Tout à fait. L'Institut Philippe Pinel est un hôpital on a plus de 450 lits d'hospitalisation et on a une unité d'adolescents avec 15 lits d'hospitalisation, mais on a aussi des services externes, des cliniques externes où on offre des services de traitement et d'évaluation avec nos partenaires du réseau, les centres jeunesse, d'autres hôpitaux. Et l'Institut Philippe Pinel, si je ne me trompe pas, en fait, c'est un institut donc un peu particulier dans le sens qu'il va s'intéresser aux gens qui ont un certain cheminement jusqu'à un certain point criminel. Est-ce que je pourrais m'avancer à dire ça? L'Institut est avant tout un hôpital. Notre mission est vraiment de soigner la santé mentale, dont la violence peut être un des symptômes. Donc c'est une des spécificités de notre hôpital, c'est qu'on a la sécurité maximale. Mais on reste un hôpital et on reste des soignants avec des gens qui peuvent perdre contact avec la réalité et ça s'exprime par la violence. Et ils peuvent avoir, pas qu'ils aient nécessairement commis un crime, mais qu'ils ont été violents, donc automatiquement, ils pourraient avoir besoin des services de Philippe Pinel. Oui, tout à fait. OK. Donc, dans le cas des adolescents, qu'est-ce qui revient le plus souvent quand on parle de santé mentale? Est-ce qu'on a des cas, justement, qui sont... qu'on pourrait un peu décrire, sans rentrer dans les détails, mais de donner un aperçu un peu des différents types de cas qu'on peut avoir? Je vous dirais, le point commun de tous les adolescents, comme beaucoup des patients, c'est vraiment la souffrance, la maladie mentale. Donc, il n'y a pas un adolescent qui se ressemble. Donc, des jeunes qui ont vécu des abandons, qui ont des enjeux autour de l'attachement, qui ont des enjeux de santé mentale, des vraies maladies. C'est pas mal ça le point commun de nos patients. Oui. Comment on parlait tout à l'heure donc de se lancer un défi puis d'aller justement faire cette marche dans le Grand Nord. Comment les jeunes le voient justement, les jeunes que vous côtoyez, je me demande, sont au courant de la démarche, ça. Donc, comment ils voient ça? Qu'est-ce qu'ils vous disent ou qu'est-ce qu'ils vous recommandent peut-être jusqu'à un certain point? Tout à fait. Mes patients me disent que je suis complètement fou. Ouais. Premièrement, ils comprennent pas, mais ils trouvent ça admirable et ils m'encouragent beaucoup là-dedans. Donc,
Quel est le parcours? Donc, comment ça va se passer en tant que tel? Vous partez quoi, en avion jusqu'à un certain lieu? Ou... On part d'Ottawa. Oui. D'Ottawa, on va en avion jusqu'à Iqaluit. D'Iqaluit, on reprend un autre avion pour aller jusqu'à Qikiqtarjuaq. Et de Qikiqtarjuaq, on fait 80 km de motoneige pour éviter la zone des ours polaires. Et de là, on commence notre randonnée. Et la randonnée va faire quoi comme parcours? À ce moment-là, est-ce que ça se calcule en kilomètres? Oui, on va faire à peu près 140 km. Oui. Donc, on fait la traversée du golfe de Baffin pour arriver à un petit village inuit, Pangnangtum, qui est un ancien village de la compagnie de la baie du Tson pour la traite des peaux. Et est-ce que vous êtes plusieurs à faire On est 3 à partir. Et 3 personnes de l'Institut? Ou non, je suis le seul de l'Institut. Okay. On est 3 à partir, plus un guide, parce que ce genre d'endroit, on ne peut pas y aller sans guide. C'est ça. Donc, Et les autres, est-ce qu'ils le font pour un défi personnel ou les autres de l'équipe, en fait à part le guide, évidemment. Oui, les autres le font aussi pour défi personnel, la beauté de la nature. C'est vrai que moi, c'est aussi une des motivations, c'est me retrouver face à moi-même dans une société où on consomme, où on vit à 400 à l'heure, pouvoir se retrouver pas grand-chose face à cette nature brute et se rappeler les choses essentielles dans notre vie. Je discutais avec une autre personne qui faisait l'expédition et c'était un peu ça aussi sa motivation. C'est vrai que dans la vie, souvent, on reste dans notre zone de confort. On n'essaie pas d'aller se dépasser ou de se rendre un peu vulnérable à certains points pour peut-être aller chercher ses propres ressources à l'intérieur, là. C'est un bon défi. Clairement. Oui. Et c'est un message aussi que j'essaye de véhiculer aux patients de l'hôpital. C'est vraiment aller chercher les ressources qu'on a en nous. Oui. Allez-vous sur place, soit tourner des images, prendre des photos, écrire des choses? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez, j'imagine, vous allez ramener? Il y a énormément de... Tout à fait. Des photos, et normalement, je devrais avoir une caméra embarquée. Que je pourrais porter sur moi. Ouais. Et je vais faire comme un journal de bord, comme un navigateur, à tous les soirs, raconter un peu ma journée, les moments durs comme les moments plus agréables. Ouais. Et le but, c'est de faire un petit montage à la fin pour laisser une trace. Dans un parcours comme ça, on fait quoi? On dort où? On mange comment? Est-ce que la logistique, est-ce que c'est difficile à organiser? C'est une vie assez... monacale, je vous dirais, assez ritualisée, c'est-à-dire que c'est des marches de 6 heures, 2-3 heures pour monter le camp de base, le temps de faire la nourriture, on fait fondre de la neige. Il faut savoir, pour 1 litre d'eau, il faut 8 litres de neige, donc ça prend beaucoup de temps à faire fondre. C'est de la nourriture lyophilisée. Ça veut dire... C'est-à-dire déshydratée. Déshydratée et on réhydrate. Et on réhydrate. Et on dort sur la banquise. On dort à même sur la banquise dans des tentes. Donc c'est 2-3 heures pour monter le camp de base à chaque fois. Et la température à la période où vous le faites, donc mars-avril, est-ce que ça c'est quand même très froid encore? Oui, on peut avoir surtout la nuit, quand on a de l'ensoleillement, ça peut être plus agréable, avoir des moins 15, moins 10 quand on est vraiment plein soleil. Mais sinon, on descend à des moins 40, voire moins. Et vous parlez ça de l'ensoleillement, donc il y a un ensoleillement plus long. On a des journées plus longues. C'est des journées de 14 heures. Donc le soleil va se coucher aux alentours de 9-10 heures en fonction des jours. OK, donc c'est intéressant à cause que vous êtes vraiment au nord. On est vraiment au-delà du cercle arctique. Oui. Donc les journées sont beaucoup plus longues. Oui. Avez-vous des appréhensions? Avez-vous des choses que vous avez de la difficulté à vous imaginer ou à vous... est-ce que vous avez déjà, je sais pas, est-ce que ça crée peut-être des interrogations avant de partir? Oui, un peu fébrile, le fait que c'est surtout la durée. 21 jours dans un froid extrême comme ça, autant au début on est plein d'énergie, mais autant au bout de 18 jours, 19 jours, je ne sais pas dans quel état je serai. Ouais. C'est ça j'appréhende un peu, mais en même temps, je me suis préparé et je suis tout excité à l'idée de partir. Avez-vous un contact, que ce soit radio ou téléphonique, avec la... C'est silence radio pendant 3 semaines. On a juste un téléphone satellite aux mesures d'urgence, mais sinon on est coupé de tout moyen de communication. Non, on donne pas, c'est ça. Si tout va bien, il n'y a pas de raison d'appeler, mais c'est vraiment une question d'urgence. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez, bon, à part évidemment de l'espèce de compte-rendu, mais les suites de ça, comment vous pensez? J'imagine qu'à votre retour, ça serait peut-être l'occasion même d'une autre entrevue pour voir comment ça s'est passé puis comment vous avez été transformé, mais qu'est-ce que vous pensez que ça va vous apporter, en fait, concrètement?
Humainement, j'espère que je vais en sortir grandi, je pense, en tant que soignant, mais aussi personnellement. Et j'espère que le défi au niveau de la fondation, l'Institut et les services cliniques qui vont financer ma levée de fonds, j'espère que ça va aboutir et qu'on va pouvoir justement... mon message va passer auprès des jeunes qui ont besoin d'aide. Et peut-être s'en servir justement pour leur donner un coup de pouce, de les encourager, effectivement. Savez-vous si le côté santé mentale des populations, justement, dans le Grand Nord, est-ce que c'est quelque chose qui est connu? Est-ce qu'il y a des problématiques de santé mentale? Question très intéressante. Je vous dirais que j'en sais pas plus que vous. Ouais. Je sais qu'il y a des enjeux de santé mentale beaucoup dans les territoires du Nord. Mais je n'ai pas une connaissance plus développée que ça. Il y aura peut-être aussi de l'information de ce côté-là à côtoyer les gens et tout ça. Donc, c'est intéressant. J'aimerais qu'on mentionne peut-être soit le site Internet, si les gens veulent en savoir plus et éventuellement même encourager la Fondation Philippe Pinel. Tout à fait. Si vous voulez soutenir ce défi, vous pouvez aller sur le site fondamental.ca ou sur le site de l'Institut Philippe Pinel, pinel.qc.ca pour m'aider et me soutenir dans ce défi. Oui, exactement. Et le fondamental, on l'écrit comment à ce moment-là? Fondamental, FONDAMENTALE.ca, d'accord, pour vous aider. Donc, Antoine Deschanterac, merci beaucoup. Bonne chance. Merci à vous. Et on se reparlera certainement pour avoir plus de détails sur comment ça s'est passé, justement, après cette expérience humaine d'abord. Donc, merci beaucoup. Merci, au plaisir. Et bonne chance. Au revoir. Merci. Je suis né sur une île de béton où toujours j'entendais les camions dans un bruit qui ressemblait au son de la mer. Je suis né dans une contradiction d'un amour qui changea de saison à la vue des premières moissons de mon être. Je me souviendrai d'où je viens. Je me souviendrai d'où je viens. Je suis né dans une grande maison à l'abri des balles et des typhons, mais en proie aux humeurs vagabondes de mon père. Je suis né d'une grande nation, divisée par une grande question, mais unie par l'amour aux confins de l'hiver et des beaux jours. Je me souviendrai d'où je viens. Je me souviendrai d'où je viens. D'où je viens. Dans un autre univers, je me souviendrai d'où je viens, d'où je viens, d'où je viens, d'où je viens, d'où je viens. Je viens.
Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Nous sommes maintenant au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, un sujet encore une fois assez nouveau, en fait, si on peut dire, c'est l'enfant rebelle, un adulte prometteur. Oui, parce qu'on n'a pas tellement souvent parlé des enfants à l'émission. Ouais. Le titre ne correspond pas à ma vie. Mais non. ça nous pique la curiosité, encore une fois. Tu as le don de nous intéresser. Oui, bien, j'essaie. En tout cas, oui. Je vais vous lire cette semaine quelques passages d'un article que j'ai vu sur Internet écrit par Mme Nadine Sultana, qui est psychologue. J'ai pris ça sur le site qui s'appelle Signes et Sens Magazine. Oui, parce qu'elle nous dit en fait qu'une affaire rebelle, le fait d'être rebelle, c'est pas nécessairement mauvais. Ça peut même être un bon signe. Oui. Elle nous dit en ouverture d'article, elle nous dit « Il est naturel qu'un enfant se rebelle », affirmant ainsi sa personnalité. Une absence totale d'opposition serait même inquiétante. L'indocilité s'inscrit dans le processus de maturation psychologique de l'enfant. Et le désir d'opposition peut toutefois devenir pathologique. Alors, que faire dans ce cas? Elle nous dit que selon des études américaines, ce comportement puise sa source dans plusieurs facteurs. L'inconsistance éducative, les caractéristiques propres à l'enfant, dont l'hyperactivité, l'impulsivité, celles propres aux parents parfois, de l'immaturité, de la dépression, de l'hostilité. Les facteurs sociaux peuvent également jouer. Les troubles survenant un peu plus fréquemment chez les familles monoparentales, les couples en conflit et les ménages souffrant de difficultés financières. Elle nous dit, si les troubles s'installent dans la durée, les conséquences peuvent être graves, comme par exemple créer des conflits familiaux ou des relations difficiles avec les jeunes du même âge ou des problèmes alimentaires même. Le trouble oppositionnel peut se muer en trouble de conduite et se transformer en vol, en violence envers les camarades de classe, en délinquance, en toxicomanie, etc. C'est le cas de Laurent, âgé de 14 ans. Il refuse toutes les contraintes, c'est-à-dire les devoirs, les tâches ménagères, etc. Il se bat régulièrement à l'école et vole dans le porte-monnaie de sa mère, qui l'élève seul. Alors, comment réagir si vous êtes dans ce cas? J'ai une petite nuance que peut-être... là, on touche plus... pour moi, c'est plus un enfant rebelle, c'est un délinquant. Oui, t'as pas tort. Parce qu'il y a un enfant rebelle, OK, mais il est peut-être un peu, mais il n'est pas tout le temps. C'est peut-être ma nuance. Mais ça se rejoint un peu, des fois, le rebellisme. Nuance. Ouais. Elle nous dit, d'abord, ne vous dites pas que si votre enfant va mal, c'est entièrement de votre faute. Ne pensez pas non plus qu'il ne vous aime pas. S'il se comporte de cette façon, c'est parce qu'il croit que c'est la meilleure solution pour résoudre ses problèmes. Aux parents donc d'en proposer un autre et de rappeler les règles qui régissent l'ensemble de la société. À eux de montrer les limites à ne pas franchir et les conséquences des actes répréhensibles. Vous ne parviendrez pas à changer votre enfant du tout au tout. Mais si vous pourrez modifier certains comportements en les traitant un par un, vous pouvez par exemple d'ores et déjà le valoriser et le récompenser chaque fois qu'il se comporte bien. Et si cela ne suffit pas, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel, c'est-à-dire un pédiatre, un psychologue, un psychanalyste, etc. Et si l'enfant a un comportement clairement asocial, il faut là encore privilégier les relations personnelles et les comportements éducatifs bienveillants. Les parents les plus vulnérables ont toutefois besoin eux-mêmes d'aide. Le jeune peut être placé en foyer d'accueil. L'essentiel est qu'il puisse trouver un mentor, et non pas un menteur, un mentor ou un grand frère avec qui établir une relation privilégiée et qui lui permettra de changer son système de valeurs. Dans le cas des familles monoparentales, oui. C'est ça? Oui, et souvent des familles pauvres aussi. Dans le cas des garçons aussi, il y a beaucoup de thérapeutes qui vont vous dire que ça prend un homme, ça prend quelqu'un de masculin pour vraiment l'aider à revenir dans le droit chemin. Selon le psychiatre américain Stanley Greenspan, on peut diviser les enfants difficiles en 5 catégories. Les hypersensibles, les introvertis, les réfractaires, les distraits et les actifs agressifs. Oui, puis il y a aussi des enfants autistes, des fois, qui causent des problèmes aussi. Oui, ça, c'est un peu autre chose.
Comment savoir dans quelle catégorie se situe votre enfant? L'hypersensible se montre souvent craintif, inhibé et d'humeur instable. L'introverti est apathique, toujours fatigué, assez indifférent à ce qui l'entoure. Le réfractaire se révèle négatif, têtu et autoritaire. Il recherche l'épreuve de force. Le distrait apparaît agité et souffre évidemment de troubles de l'attention. Et l'actif agressif agit d'abord et réfléchit après. Il est colérique et peut devenir violent assez facilement. Il n'y a évidemment pas de type spécifique, un enfant difficile pouvant rentrer dans plusieurs catégories. Le docteur Stanley Greenspan conseille avant tout aux parents de donner de leur temps. Le temps est le plus précieux des cadeaux. Une éducation de qualité ne passe pas par l'argent, les jouets ou les multiples activités. La présence et la disponibilité des parents aident le jeune à se construire, surtout si elles sont quotidiennes. Oui, il faut aussi dire, Pierre, c'est des enfants dont le comportement est constant. Pas que ça arrive occasionnellement, oui. C'est très souvent constamment. On parle d'actes répétés. Oui. L'enfant sait que si ça ne se passe pas bien à l'école ou avec ses copains, il n'est pas seul. Les parents doivent faire l'effort de manger avec leurs enfants, par exemple, même s'ils sont souvent pris ailleurs, de faire des activités ensemble. C'est ce qui importe. Ils peuvent également les aider à maîtriser leur peur en préparant les situations, comme par exemple s'entraîner au football ou à la dictée, selon les cas. N'hésitez pas à récompenser votre enfant quand il réussit quelque chose ou qu'il a bien accompli ce que vous lui demandiez, même si cela pourrait aller de soi. Les enfants difficiles ont non seulement besoin d'une carotte, comme on utilise avec un âne, mais aussi d'un cadre structuré. Évitez surtout de passer d'un extrême à l'autre. N'abusez ni de la carotte, ni du bâton, pour prendre cet exemple, même s'il est difficile de se maîtriser quand on est en colère. Et plus difficile encore de punir quand on aime et qu'on se sent coupable de négliger sa progéniture. N'oubliez pas non plus que la perception des traits de caractère évolue avec l'âge. Un enfant renfermé, grognon, manquant d'entrain pourra devenir un brillant étudiant, alors qu'un petit chef de bande, dynamique et espiègle, aura peut-être du mal à suivre ses études. Ainsi, l'agressif ne possède-t-il pas une énergie inépuisable, l'hypersensible, une créativité et une intuition rare? Il ne faut jamais désespérer de ces enfants difficiles. Elle termine en disant, bien canalisés, ils offrent de merveilleuses opportunités. C'était de Nadine Sultana. Intéressant. Surtout, moi, j'en retiens le point de aussi... Quand il y a des bons coups, dans le fond, on est souvent apporté comme parents Le seul dommage, c'est souvent s'il y a des enfants dont les parents les aiment vraiment, vraiment pas. Oui, ça, c'est une autre chose. Mais merci beaucoup, Pierre, pour ce beau sujet. Donc, l'enfant rebelle, un adulte prometteur. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaboratrice Caroline Souffrant nous informe sur les troubles alimentaires. À l'Espresso allongé, Pierre nous propose son sujet « Le droit de ne plus aimer ses parents ». Vous entendrez aussi en chanson « Radiologie » de Malajube et « Dans mon monde en couleur » de Hugo Lapointe. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission ou vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions? Écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. C'est avec plaisir que j'accueille notre chroniqueuse Caroline Souffrant. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour encore une fois à l'émission Folie douce. Tu nous as déjà eu, t'as déjà eu le bonheur de venir nous voir, puis on a eu le bonheur de te recevoir pour nous parler de différents sujets importants au niveau de la santé mentale. Cette semaine, en fait, tu vas nous parler de troubles alimentaires, qui est un trouble c'est très quand même important. C'est un sujet qu'on parle de plus en plus. Et toi, d'ailleurs, t'es impliqué un peu au niveau de ANEB Québec, je crois. Oui, tout à fait. J'écris des articles pour leur blog à titre d'intervenante. J'écris des articles ANEB Québec qui s'occupe, c'est ça, de démystifier, j'imagine, au niveau des troubles alimentaires. Puis de venir en aide aux personnes qui ont des troubles alimentaires et à leurs proches aussi, puis de former les intervenants également sur le sujet. Oui. On a parlé, il y a longtemps, quand on parlait de troubles alimentaires, on parlait d'anorexie, boulimie, mais ça va pas mal plus loin que ça, je crois. Donc, des fois, on n'a pas tant d'informations. Alors, je pense que ta venue est quand même intéressante, tu sais, pour qu'on en apprenne plus puis mieux connaître le sujet, justement. Bien, ça me fait plaisir d'être là pour en parler. Oui. Donc, si je peux introduire, à chaque mois de février, il y a la Semaine nationale des troubles de sensibilisation aux troubles alimentaires. Oui. Puis en 2014, ANEB Québec et la Maison L'Éclaircie à Québec se sont associés pour une campagne de sensibilisation sous le thème Le cri du corps. Donc, il y a eu un spectacle bénéfice avec plusieurs artistes. Puis ça a permis de ramasser 200 000 $ pour la cause, pour aider les proches, les personnes atteintes, puis sensibiliser le public. Puis à la même époque également, j'avais publié un article dans le Huffington Post à ce sujet. Oui, c'est un bon jeu de mots aussi, le cri du corps. On dit souvent le cri du cœur, on lance un cri du cœur, mais c'est vrai que le cri du corps, les troubles alimentaires, c'est vraiment c'est difficile. Puis ça touche évidemment la santé mentale. Oui, tout à fait. On va le voir plus loin, j'imagine. Oui. Donc, au Québec, les troubles alimentaires, ça touche 100 000 femmes et filles et de plus en plus d'hommes. Et non traités, on peut mourir des complications liées à la maladie. Quand je dis que de plus en plus d'hommes sont touchés, je pense notamment aux hommes qui veulent prendre plus de masse musculaire, qui veulent être forts, virils, selon l'image qui est projetée dans la société que les hommes devraient avoir. Donc ça commence à devenir problématique aussi, mais je vais en parler un peu plus tard. Puis aussi, on constate qu'il y a de plus en plus de jeunes filles, donc certaines ont juste 5 ans, qui ont une préoccupation excessive pour leur apparence physique puis leur poids. Donc ça commence jeune. Très jeune, ça fait peur. Effectivement. Oui. Comment on pourrait définir le trouble si on veut vraiment, on parlait tout à l'heure de boulimie, anorexie, donc on disait que ça va beaucoup plus loin que ça. Donc la bonne définition, ça serait quoi du trouble alimentaire? En fait, les troubles alimentaires, c'est vraiment des maladies mentales. C'est pas un caprice, c'est pas quelque chose juste pour une façade, c'est vraiment des maladies mentales qui sont complexes, qui ont plusieurs caractéristiques, notamment le fait d'avoir des habitudes alimentaires anormales, une crainte excessive de prendre du poids et une grande préoccupation pour l'image corporelle. Et il y a plusieurs facteurs qui causent ça, notamment des facteurs sociaux, biologiques, psychologiques. Par exemple, au niveau psychologique, il y a des traits de caractère qui rendent à risque de développer des troubles alimentaires. Ouais. Donc, c'est vraiment multifactoriel, il n'y a pas juste une cause. Et si on faisait le tour un peu des différents troubles alimentaires qui existent, juste pour mieux situer les gens, on parlerait de quoi? Oui, tout à fait. Pour commencer, il y a d'abord l'anorexie qui est assez connue. Donc, ce qui est caractéristique, c'est une perte de poids brusque résultant de régime, de jeûne, de vomissements, de laxatifs et d'exercices physiques excessifs. Également, il y a l'aménorrhée. L'aménorrhée, c'est dans le fond les irrégularités menstruelles ou l'arrêt des menstruations, c'est un symptôme de l'anorexie également. Parce qu'il y a une mauvaise alimentation, donc ça cause un débalancement au niveau du cycle hormonal, c'est ça? Ouais. Également, il y a la boulimie. Donc ça, c'est caractérisé par des périodes de compulsion alimentaire suivies de comportements compensatoires. Donc les comportements compensatoires, on parle de régime, de jeûne, de vomissement, de laxatif, exercice physique. Puis les crises de boulimie, c'est vécu dans le secret en général, avec un sentiment de perte de contrôle. Donc les gens vont manger beaucoup en très peu de temps, souvent des aliments très riches en calories, très gras. Puis ils ont un sentiment de perte de contrôle quand ça leur arrive. Puis après, ils vont compenser la crise en ayant des comportements compensatoires. Mais les personnes qui sont boulimiques, ils ont la même préoccupation à l'égard de leur image corporelle, peu importe leur poids. OK. Donc c'est ça, ça se rejoint quand même, ouais. Oui. Ouais. Sinon, il y a aussi l'hyperphagie, qui ressemble à la boulimie. C'est le même principe, sauf qu'il n'y a pas de comportement compensatoire. Mais il y a beaucoup d'anxiété, de dépression qui est associée à l'hyperphagie, de culpabilité, de honte par rapport à ça. Sinon, il y a également les troubles alimentaires non spécifiés.
Donc ça, c'est vraiment quand les personnes ont des caractéristiques de certains troubles, mais ils les ont pas complètement pour qu'on diagnostique vraiment qu'ils ont l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie. Donc on dit qu'ils ont un trouble alimentaire non spécifié. À ce moment-là, il faut porter attention parce que ça peut se développer en quelque chose de grave, mais c'est quand même grave, mais ça peut se développer vraiment en anorexie ou boulimie. Puis également, il y a aussi des nouveaux troubles alimentaires, on peut dire ça comme ça. L'orthorexie, qui est l'obsession de vivre et de manger sainement. Donc, on parle de plus en plus de santé, comment c'est important d'avoir un poids santé, de bien manger. Donc, il y a des gens ça tourne à l'obsession, ça peut devenir une maladie mentale. Puis, il y a également la bigorexie, qui est présente chez les hommes, qui est une obsession concernant la prise de masse musculaire. Oui, c'est ça. Puis c'est des phénomènes assez nouveaux parce qu'on on n'aurait pas tendance à croire que, justement, l'orthorexie serait un trouble alimentaire. Les gens qui veulent absolument manger sainement, mais ça devient une maladie tellement qu'ils veulent manger sainement. C'est trop. Oui, ça devient... Dans le fond, c'est une question d'équilibre aussi. Dès que ça affecte le fonctionnement de la personne au quotidien, c'est là qu'il faut commencer à se poser des questions. Comment on développe? Tout à l'heure, tu nous disais même, tu sais, ça fait peur. Des fois, une jeune fille de 5 ans peut déjà avoir une certaine, en tout cas, un certain souci par rapport à ce qu'elle mange. Ça. Donc, comment on développe ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vient avec l'environnement ou... Ben en fait, comme je disais tantôt, c'est multifactoriel. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que le comportement qui rend le plus à risque de développer un trouble alimentaire, c'est le fait de commencer un régime. Parce que la personne commence à perdre du poids, on la complimente sur le fait qu'elle a perdu du poids, que ça paraît bien. Donc là, elle se dit qu'elle va continuer, puis des fois, il n'y a pas de fin à ça. La personne continue à l'infini jusqu'à temps qu'elle développe un trouble alimentaire. Des fois également, il y a plusieurs facteurs de risque, mais il y a des facteurs qui vont comme déclencher la maladie, qui sont des facteurs plus majeurs, qui vont précipiter puis qui vont vraiment déclencher la maladie, même s'il y avait d'autres facteurs qui étaient présents avant. Est-ce qu'on le dit dans les recherches que tu as regardées, en fait, s'il y a plus de femmes que d'hommes qui sont victimes de... Oui, ben, la très grande majorité des personnes qui ont des troubles alimentaires, c'est les femmes, pour diverses raisons que je peux expliquer. Oui. Notamment au niveau des facteurs individuels, ben, le fait d'avoir une image corporelle négative, une faible estime de soi ou une estime de soi qui est centrée sur l'apparence physique, une intolérance à la frustration ou un contrôle exagéré des émotions, une faible maîtrise des comportements compulsifs, une tendance à la dramatisation, la difficulté à se forger une identité, vraiment une personne qui recherche beaucoup à plaire aux autres, qui craint beaucoup le jugement d'autrui, un refus de vieillir. Je pense notamment à certaines jeunes filles qui, à la puberté, voient leur corps changer, voient que leur corps change, en fait, puis qu'ils l'acceptent pas. Puis ça peut être à risque pour développer un trouble alimentaire. Ça peut être un choc, puis c'est ça, ça les fait un peu réagir. Là, oui, tout à fait. Ouais. Puis également le perfectionnisme et le besoin de performance. Oui, surtout dans le cas des masses musculaires, comme on parlait, là, c'est ça, c'est vraiment ça qui motive, en fait, oui, tout à fait. Au niveau des facteurs familiaux, s'il y a eu de l'alcoolisme, de la toxicomanie dans la famille, d'ailleurs, au niveau des troubles alimentaires, des fois, on les compare à la toxicomanie parce que quand on traite les personnes, quand on voit leur niveau de motivation, c'est la même grille qui voit un peu où ils en sont dans leur cheminement au niveau de leur motivation pour régler leurs problèmes. Donc, c'est la même grille qu'on utilise en toxicomanie. Donc, il y a des choses qui ressemblent un peu dans les deux pathologies. Donc, sûrement que, je ne sais pas si tu vas en parler plus tard, mais sûrement qu'il y a des groupes qui se basent un peu sur le même principe, peut-être que les alcooliques anonymes, par exemple. Oui, tout à fait. Pour aider les gens. Ouais. Oui. Également, si la personne a vécu de la violence, de l'inceste, des abus sexuels, une personne qui a vécu dans une famille où la minceur est une valeur familiale forte, une famille où les diètes et puis les restrictions alimentaires, ça fait partie des habitudes alimentaires, c'est quelque chose qui est normal, qui est intégré dans la famille. Une famille qui a peu de place pour que l'enfant développe autonomie, parce que ce qui est très important de dire, c'est que les troubles alimentaires, c'est vraiment beaucoup un problème de contrôle. La personne, elle contrôle son alimentation de manière rigide parce qu'elle sent qu'elle a plus ou moins de contrôle dans d'autres sphères de sa vie. Donc, elle sent qu'elle est en maîtrise d'elle-même quand elle contrôle son alimentation. Le fait de venir d'une famille dysfonctionnelle également, ça rend à risque. Donc, c'est comme un exutoire là, pour la personne, ou en tout cas, elle passe un peu ses difficultés peut-être dans cette problématique-là, de certaine façon. Oui, une façon de gérer ces difficultés. Ouais, ouais. Au niveau des facteurs culturels, c'est très, très important d'en parler. Les messages qui sont véhiculés dans les médias qui disent que la beauté, le bonheur, la réussite, la perfection, ça passe par la minceur, alors qu'on sait que c'est pas nécessairement vrai. Les messages dont on entend de plus en plus au niveau de la santé, que c'est important d'avoir un poids santé, de bien se nourrir, mais les gens qui font le saut pour avoir une meilleure vie physique, est-ce qu'ils le font vraiment pour la santé ou c'est pour bien paraître? C'est une question qu'on peut se poser.
la glorification de la jeunesse, puis le fait qu'il y a de plus en plus de régimes qui promettent une silhouette jeune et tout ça. Donc, tous ces facteurs-là mettent beaucoup de pression, surtout sur les femmes, mais de plus en plus d'hommes aussi, mais surtout sur les femmes, comme quoi il faut qu'elles soient parfaites, dans le fond. Donc, c'est beaucoup de pression. Effectivement. Et ça ne change pas vraiment, parce qu'avec les années, on a encore beaucoup ces images-là projetées, justement, de minceur et tout ça. Là. Oui, tout à fait. Effectivement. Également, ce que je peux dire aussi, c'est que les troubles alimentaires, c'est un peu comme un cercle vicieux. Donc, d'abord, il y a un facteur un déclencheur qui va provoquer la maladie avec tous les facteurs qu'on a nommés précédemment. Donc, la personne va vivre des émotions désagréables face à cet événement-là. Elle va contrôler son alimentation pour gérer ces émotions-là négatives qu'elle vit. En faisant ça, le fait qu'elle s'alimente moins bien, il y a de plus en plus d'effets secondaires. Donc, la personne devient irritable, a du mal à se concentrer, etc. Puis le cycle recommence. Donc là, elle se sent mal. Donc, elle gère son alimentation de façon restrictive, etc. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Les troubles alimentaires, c'est une prison mentale. C'est vraiment quelque chose qui est difficile de sortir pour les personnes qui souffrent de ça. C'est très souffrant. En plus que l'alimentation fait partie de la vie. Fait que c'est encore peut-être plus difficile. C'est un besoin naturel de s'alimenter. Oui, tout à fait. Ça fait partie. On a besoin de se nourrir. S'alimenter, effectivement. Puis aussi, comme je disais, le trouble alimentaire, c'est vraiment c'est plus un symptôme. Donc, dans le fond, le problème est beaucoup plus profond. C'est une manière pour la personne de gérer ce qu'elle vit et une réalité difficile. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de troubles qui sont associés aux troubles alimentaires, comme les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles de la personnalité. Comment on peut aider justement les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire? Est-ce que tu as eu des informations là-dessus qui pourraient aider les gens? Oui, tout d'abord, ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait s'enseigner sur les troubles alimentaires en lisant ou en consultant des professionnels ou en contactant des organismes comme ANEB, Québec ou Équilibre. Ne pas se prendre pour un spécialiste, ne pas se laisser envahir par le problème de l'autre. Puis prendre conscience que le problème traduit un mal qui est beaucoup plus profond. C'est pas seulement la nourriture, le problème, mais c'est plus profond que ça, un problème de contrôle surtout. Éviter d'entrer dans une lutte de pouvoir avec la personne pour la forcer à manger et tout ça, parce que ça peut juste renforcer son obsession sur la nourriture et son poids. Puis juste offrir une écoute attentive, lui dire refléter que vous vous inquiétez pour elle, puis que vous sentez que ça la préoccupe, puis que vous voyez qu'elle aimerait peut-être en parler. Mais dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est que la personne, si elle veut s'en sortir, elle le fera vraiment par elle-même. On peut pas la forcer à le faire, parce que si elle le fait pour d'autres, ça marchera pas à long terme. Mais c'est important, c'est sûr que si la vie de la personne est en danger, il faut contacter des organismes comme ANEB Québec, parce que quand c'est la vie de la personne est en danger, la confidentialité, ça tient plus. Oui. Donc, parce que c'est un sujet tabou, tu sais, c'est difficile à aborder quelqu'un. On voit quelqu'un, tu sais, qui a des problèmes alimentaires. Oui. C'est peut-être plus tabou que d'autres problématiques. C'est pas évident. Oui, les gens, souvent, ils savent pas quoi faire. Ils ont tendance à vouloir forcer la personne à manger. Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement ce qu'il faut faire. Il faut y aller en douceur. Ouais. Puis c'est sûr que si la vie de la personne est en danger, là, il faut contacter des spécialistes puis des organismes pour qu'ils aident la personne. Ouais. Ou carrément le 911 si on voit qu'il y a vraiment un grand danger. Mais à ANEB Québec, ça serait une bonne porte d'entrée pour se faire aider à aider une personne. Oui, tout à fait. Excellent. Merci beaucoup, Caroline. C'est fort intéressant comme sujet. Un sujet très varié, très bien documenté aussi. Merci beaucoup de ta présence à Folie Douce. Puis je voulais remercier ANEB Québec pour toutes les informations aussi. Oui, bien merci. À une prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. J'ai la patience qu'il me faut, 13 000 planches
apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604, le 514-990-9604. C'est maintenant le temps de l'espresso allongé. Alors, Pierre Laporte, toujours à notre compagnie, ainsi que Ghislain Malo. On poursuit un petit peu sur le thème de l'enfance, mais d'une autre façon. En fait, c'est le droit de ne plus aimer ses parents, ton sujet. Oui, un sujet un petit peu dur, là, mais en tout cas, c'est un article c'est un passage d'un article écrit par Mme Alice Miller. Oui, en passant, quand tu n'as pas une bonne entente avec tes parents, c'est pas une obligation. Là, on va voir au fil de l'article. En tout cas, Alice Miller, elle est décédée maintenant, mais elle est devenue très connue dans le monde de la psychologie des enfants, si tu veux. Elle a beaucoup défendu. La pédopsychologie. Oui, exactement. De son vrai nom, c'était Alicia Englard. Je ne sais pas si je prononce bien, là, mais elle était née en Pologne. Elle avait déménagé par la suite en Suisse. Donc, elle est née en 1923. Elle est décédée à l'âge de 87 ans en France, en 2010. En 1953, rapidement, elle avait son doctorat en philosophie, en psychologie et en sociologie à l'Université de Zurich. En 1979, elle avait fait paraître un livre qui a fait beaucoup jaser à l'époque, qui s'appelait « Le drame de l'enfant doué ». En 1984, elle avait écrit « C'est pour ton bien », qui l'a fait connaître du grand public. Par la suite, elle a publié 10 autres livres, son dernier étant « Notre corps ne ment jamais » aux éditions Flammarion en 2004. Et en 1988, elle rompt avec la Société suisse de psychanalyse et l'Association psychanalytique internationale pour divergence d'opinion. S'appuyant sur les parcours de Dostoïevski, de Virginia Woolf ou d'Arthur Rimbaud, tous frappés, pas tous, mais un frappé d'épilepsie, de dépression ou de cancer. Alice Miller défend l'idée qu'il existe une relation irréfutable entre le manque de nourriture affective et les maux dont notre corps souffre à l'âge adulte. Avec le temps, dit-elle, les émotions réprimées dans l'enfance, par peur de punition, se transforment en maladies et dépendances diverses. Et pour rompre avec ce cycle malheureux, la thérapeute préconise de briser les interdits et en particulier de nous autoriser à ne pas aimer nos parents. Tout comme les victimes doivent cesser de trouver des circonstances atténuantes à leur bourreau, les enfants ont le droit de rompre avec le commandement biblique « Tu honoreras ton père et ta mère ». Elle nous dit « Nous bâtissons de hautes murailles pour nous protéger de la douloureuse histoire de notre propre enfance. Il nous faut abattre ce mur du silence en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure, retrouver l'enfant méprisé, abandonné, trahi que nous étions jadis. Pas tous, mais dans plusieurs cas. Nous devons apprendre d'où viennent nos souffrances et que l'on peut en guérir. Pour ouvrir les yeux sur ce que nous avons vécu, enfin, nous avons besoin d'un témoin éclairé, c'est-à-dire un thérapeute conscient des répercussions des carences affectives précoces. Ce principe d'empathie est à la base de la pratique thérapeutique d'Alice Miller. En nous aidant à ouvrir les yeux, ce témoin éclairé vient à bout de notre cécité émotionnelle, ce qu'elle appelle ainsi. C'était quand même, elle a continué à faire de la psychanalyse, même si elle a rompu avec l'association, on dit. Oui, je pense parce que c'est oui. Très psychanalytique, oui. C'est la façon qu'elle décrit les choses. Oui, parce qu'elle-même, elle a vécu une enfance malheureuse et c'est pour cette raison qu'elle s'est dirigée dans cette direction. Elle a voulu mieux comprendre, peut-être. Oui. Revenant sur sa propre histoire, Alice Miller montre combien on peut souffrir en essayant en vain de combler les attentes de ses parents. Elle écrit « Je ne dois aucune reconnaissance à mes parents pour m'avoir donné la vie, car je n'étais pas désirée. » Ici, clairement, elle parle de son enfance. Leur union avait été le choix de leurs propres parents. Je fus conçue sans amour par 2 enfants sages qui devaient obéissance à leurs parents et souhaitaient engendrer un garçon afin de donner un petit-fils aux 2 grands-pères. Il leur naquit une fille qui essaya pendant des décennies de mettre en œuvre toutes ses facultés pour les rendre heureux, entreprise en réalité sans espoir. Mais cet enfant voulait survivre et je n'eus d'autre choix que de multiplier les efforts. J'avais dès le départ reçu implicitement la mission d'apporter à mes parents la considération, les attentions et l'amour que leurs propres parents leur avaient refusés. Mais pour persister dans cette tentative, je dus renoncer à ma vérité, à mes véritables sentiments. J'avais beau m'évertuer à accomplir cette mission impossible, je fus longtemps rongé par de profonds sentiments de culpabilité.
Elle continue en disant, par ailleurs, j'avais aussi une dette envers moi-même, ma propre vérité. En fait, j'ai commencé à m'en rendre compte en écrivant le drame de l'enfant doué, où tant de lecteurs se sont reconnus. Néanmoins, même devenu adulte, j'ai continué des décennies durant à essayer de remplir auprès de mes compagnons, mes amis ou mes enfants la tâche que m'avaient fixée mes parents. Le sentiment de culpabilité m'étouffait presque quand je tentais de me dérober à l'exigence de devoir aider les autres et de les sauver de leur désarroi. Je n'y ai réussi que très tard dans ma vie. Rompre avec la gratitude et le sentiment de culpabilité constitua pour moi un pas très important vers la libération de ma dépendance à l'égard des parents intériorisés. Mais il en reste d'autres à franchir, celui surtout de l'abandon des attentes, du renoncement à l'espoir de connaître un jour ces échanges affectifs sincères, l'authentique communication dont j'avais tellement manqué auprès de mes parents. Je les ai finalement connus auprès d'autres personnes, mais seulement après avoir déchiffré l'entière vérité sur mon enfance. C'est alors seulement que j'ai trouvé des êtres capables de me comprendre et auprès desquels il m'était permis de m'exprimer librement et à cœur ouvert. Mes parents sont morts depuis longtemps, mais j'imagine aisément que le chemin est sensiblement plus difficile pour des gens dont les parents sont encore de ce monde. Les attentes datant de l'enfance peuvent être si fortes que l'on renonce à tout ce qui nous ferait du bien pour être enfin tel que le souhaitent les parents, car on ne veut surtout pas perdre l'illusion de l'amour. Oui, non, c'est très bien dit, je trouve. C'est un beau... c'est intéressant. Les gens qui veulent en savoir plus peuvent chercher le nom de l'auteur. Alice Miller. Elle a écrit de nombreux livres. Ouais. Et vous n'aurez aucun trouble. Parfait. Merci beaucoup, dans les grandes librairies. Oui, merci Chelin, merci Pierre pour ce beau sujet, le droit de ne plus aimer ses parents, donc à Folie Douce. Dans mon journal ce matin, un homme sur une photo, un paysan musulman devant un char d'assaut, un poulet dans les mains, un poulet dans les mains. Il a quitté sa maison de terre, marché au soleil du désert. Il a bravé la guerre pour donner un cadeau à l'homme en char d'assaut. Et moi je bois mon café dans mon monde en couleur. Un papillon s'est posé dans mon journal en pleurs. Je ne sais rien de la guerre, sauf qu'il pousse des fleurs au milieu du désert. On ne tue pas l'amour à coups de canon. On ne tue pas l'amour à coups de canon. Dans mon journal ce matin sur la même photo, un soldat de 18 ans en haut d'un char d'assaut, un fusil dans les mains, un fusil dans les mains. Il a quitté son pays, sa terre, patrouillé au soleil du désert, enrôlé pour la guerre. Tout est bien trop nouveau pour l'homme en char d'assaut. Et moi je bois mon café dans mon monde en couleur. Un papillon s'est posé dans mon journal en pleurs. Je ne sais rien de la guerre, sauf qu'il pousse des fleurs au milieu du désert. On ne tue pas l'amour à coups de canon. On ne tue pas l'amour à coups de canon. Dans mon journal ce matin, deux hommes sur une photo, un paysan musulman, un soldat de 18 ans qui n'y comprennent rien, qui n'y comprennent rien. Dans mon journal ce matin, des larmes sur une photo, deux hommes qui pleurent au milieu du désert. Et moi dans mon jardin, et moi dans mon jardin. Et moi je bois mon café dans mon monde en couleur. Un papillon s'est posé dans mon journal en pleurs. Je ne sais rien de la guerre, sauf qu'il pousse des fleurs au milieu du désert. À coups de canon, on ne tue pas l'amour. On ne tue pas l'amour à coups de canon. À coups de canon, on ne tue pas l'amour. On ne tue pas l'amour à coups de canon. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous?
Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. Pour terminer cette émission de Folie douce, Ghislain Malo en ma compagnie. Ghislain, on va faire la nomenclature des chansons. On écoutait en début d'émission Femme invisible de Clément Jacques. On écoutait D'où je viens de Sébastien Lacombe. Dans la deuxième partie de l'émission, on a pu entendre Radiologie de Malajube. Et à l'instant, Dans mon monde en couleur. Oui, de Hugo Lapointe. Ben voilà, merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci pour ta participation au micro également. Je remercie Pierre Laporte pour ses blocs Espresso et Espresso allongé. Alors, merci beaucoup Pierre pour tes beaux sujets qui avaient rapport à l'enfant, effectivement. Ouais. Merci pour ta mise en onde également. Je remercie notre invité en début d'émission, Antoine de Chanterac, psychologue, qui nous a parlé de sa marche au Grand Nord. C'est intéressant d'avoir de ses nouvelles après qu'il aura effectué sa marche. On a aussi la chronique, c'était notre collaboratrice Caroline Dufranc qui nous a parlé des troubles alimentaires. Alors, tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. Justement, c'est un jeu de mots, menu de Folie douce. C'est un peu, c'est comme ça. Ironique. Il y en a beaucoup quand même de troubles alimentaires. Donc, merci beaucoup à tout le monde. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop